Depuis quelques jours, quelques semaines, un mot nouveau a fait son apparition dans la liste des États mondiaux. Le Mali est né. En choisissant ce nom, ses inventeurs ont réveillé un lointain écho du haut Moyen-Âge africain. En dehors et au-dessus de toute actualité politique, nous suivrons donc aujourd'hui, pendant quelques instants, ensemble, si vous le voulez bien, l'histoire de cet empire disparu qui vient de prêter son nom à une fédération africaine du XXe siècle. Veuillez écouter Mali, Empire d'Afrique, une émission de Louis C.D. Josse, réalisation et mise en onde de Jean-François Noël. Devant sa hutte de natte, le roi du Ghana n'était plus assis sous la voûte de velours du ciel pour juger la foule de ses sujets à la lueur d'un feu nocturne. L'Empire était mort, et où sur de vastes espaces régnait l'ordre et fleurissait le commerce, d'autres États embryonnaires étaient nés qui guerroyaient sans cesse, s'affaiblissant les uns les autres. Ainsi s'écoula le XIIe siècle sur les bords du Sénégal et du Niger, dans le vain tumulte des armes inutiles. Puis un jour de l'an 1230, peut-être 1229, mais nous n'en sommes pas à une année près dans un continent millénaire, le roi Soumanguru Kanté, du Sosso, pays situé au nord du Haut-Niger, traversa le fleuve et poussa ses avantages vers le sud, à la conquête du pays mandingue où régnait Naré Famagan. Les mandingues furent battus, et le roi Soumanguru se vengea terriblement de la résistance qu'il avait rencontrée. Il mérite la mort, qu'on décapite Naré Famagan, et tous ces fils jusqu'au dernier. Il y a là, grand roi, le jeune Maridiata qui est infirme, incapable de monter à cheval. Pourquoi ne pas lui laisser la vie, lui faire grâce? À quoi veux-tu que me serve la vie futile de Maridiata? Tu retourneras bientôt à ta capitale Sosso, grand roi. Et à qui laisseras-tu l'administration des Mandingues? Tu sais bien que malheureusement nous ne connaissons ni leur langue, ni leurs mœurs. Mais Maridiata, ton vassal sans force, qui n'aura jamais de descendants car il est infirme, pourrait régner sur le pays, lui, Maridiata, en ton nom, réunir le tribut, lever des troupes pour ton armée. Mais tu dis vrai? Qu'on épargne la vie de Maridiata. Et le roi Soumanguru, vainqueur magnanime, reprit le chemin de Sosso. Magnanime, mais imprudent, car dans le mandingue, des complots sourdirent dans l'ombre. C'est toi, Maridiata? C'est moi. Entre. Je t'écoute. Les autres sont déjà là. On me disait infirme. Incapable de monter à cheval. 4000 cavaliers sont prêts à te suivre dans la vallée du Bani. Ils n'attendent plus que ton messager pour se réunir et faire leur jonction. 2000 autres ont été rassemblés par le chef Mansa dans sa province. 3000 guerriers sont à mes ordres, Maridiata, et aux tiens. Et moi-même, j'en amène autant de mes terres. Maridiata, nous sommes assez puissants, vois-tu, pour... Ne pensez-vous pas qu'attendre que l'envoyé du roi du Sosso rapporte le tribut à son maître ne serait pas la meilleure? Pourquoi attendre? Tuons-le tout de suite et reprenons l'or du tribut qui nous est dû. Non. Moi, Maridiata, je vous dis, ce n'est pas ainsi que nous devons agir. Laissons rentrer le chef de tribu à Sosso pour faire croire à notre humble, à notre entière soumission. Rien que 2 jours de marche, nous le suivrons. Surtout pas de tam-tam. Les envoyés du Sosso pourraient l'entendre. Dépêchez-moi des messagers. Dès que moi-même je vous enverrai la parole. Jusque-là, flattez-les, soyez aimables.
soumis, souriant. Allons, souriez, souriez, souriez. Oui, viens, viens. Le temps vint où les événements se précipitèrent. Chargée d'or, la caravane du tribut appareilla. Derrière elle, silencieuse, la cavalerie de Maridiata s'assemblait, grossissait, s'avançait avec lenteur, mais imperturbablement. En quelques jours, le Niger fut atteint, traversé. Déjà, les pasteurs avaient porté la nouvelle au gouverneur Sosso. Soumangourou accourut à marche forcée du nord. À Koulikoro, le dos au fleuve, dans une position inconfortable, tactiquement indéfendable, l'armée de Maridiata l'attendait silencieusement. Ce fut le terrible choc des deux armées. Le sol retentit du tonnerre de 100 000 sabots. 25 000 chevaux se lancèrent au galop dans la mêlée. Un nuage d'or et de poussière monta au ciel, puis couvrit le champ de bataille, qui n'était plus qu'un champ funèbre. Lorsque le soleil rougeoya à l'ouest et que la poussière fut lentement retombée, on vit alors ce que contenait cette fatale journée. Soumangourou était tué, son armée en fuite, en déroute, mise en pièces. Mort aussi l'empire de Sosso. Celui du Mali venait de naître. Sundiata, comme s'appellera désormais Maridiata, le vainqueur de Koulikoro, ne s'arrête pas à ce facile triomphe. En 20 années de chevauchées sauvages et fantastiques, il conquiert à la tête de sa cavalerie les restes du Ghana, loin dans le nord-ouest, la vallée du Niger jusqu'à Tombouctou, la vallée de la Gambie jusqu'à l'océan Atlantique. La farouche énergie de Sundiata prend aux yeux de ses contemporains un halo de surnaturel. Il était le grand magicien, faiseur de pluie et de tempête, invisible à volonté et traversant les rivières sans pirogue. Mais toute sa magie ne pouvait rien contre la mort. En 1255, au cours d'un festin où ses archers doivent montrer leur adresse et leur précision, une flèche perdue l'atteint. Oh, dérision. En plein cœur. Sans rugir, sans se plaindre, le vieux lion meurt au milieu des grands de son royaume, là sur la place des joutes et des tournois, dans la poussière, entouré du faste de son nouvel et prestigieux empire. Mais la lignée de Sundiata continue. Un moment, à la place d'un indigne descendant, les grands du Mali portent sur le trône un général, ancien serf affranchi, dénommé Sakura, qui règne de 1285 à 1300 et agrandit encore, si c'est possible, les territoires de l'Empire. Les Sonrai deviennent vassaux, le Massina annexé élargit ses possessions dans la mince vallée du Niger, et le Tekrour s'incline. Père d'un immense État pacifié, Gongo Moussa ou Kankan Moussa, devenu musulman, peut partir, l'âme quiète, en 1324, à la Mecque, sans craindre pour la tranquillité de son royaume. Suivons-le un instant sur la route musulmane. Voici Congo Moussa sur un cheval noir précédant l'immense caravane. Chameau porteur d'El Gézaïr pour les femmes de la cour, de peau et couverture pour les tantes, d'eau douce pour tout le monde. Voici les musiciens en robes basanées, les soldats aux aumes brillants, emplumés, lances au poing comme des vipères. Le soir tombe. En moins d'une heure, une ville naît sur le sol du désert. Le muezzin appelle à la prière du soir et la longue file des porteurs d'eau va et vient du puits le plus proche. Le sultan du Mali se retire sous sa tente. Sa favorite l'y retrouve fatiguée, lasse, couverte de sueur. Combien de temps, prince, ce voyage durera-t-il encore? Gongo Moussa, ne vois-tu pas que nous étouffons dans nos tentes sur le dos des chameaux? Que la poussière couvre notre peau comme une ambre puante?
comment pourrais-je me parer dignement pour mon époux fidèle? Où sont les eaux fraîches du Niger, devant le palais Mali, où nous nous baignons chaque soir? Où chaque soir? Il n'y a pas de fleuve dans le désert. Il n'y aura pas de femme non plus ce soir, sous ta tente. Si c'est ainsi, par Allah que nous allons adorer à la Mecque, demain tu prendras ton bain ici. Hola, serviteur! Dans la nuit, 1000 soldats, 1000 esclaves creusent le sol, ouvrent un large bassin rectangulaire. Des porteurs courent, leurs outres pleines, du puits au bassin et du bassin au puits. Et puis retournent sur leurs pas inlassablement. L'Est s'éteint d'encre rouge. Et Congo Moussa regarde le fleuve artificiel créé par son royal caprice en une seule nuit. Ce matin-là, les femmes de la cour vont nager dans le désert. Et le voyage se poursuit. Partout où Congo Moussa passe, l'or naît, l'or ruisselle. À pleine main, il le distribue. Ou plus exactement, à plein tuyau de plumes, car la poussière du précieux métal est enfermée et scellée dans la plume des grands oiseaux de lune. Mais même le riche Congo Moussa se voit un jour démuni. Au retour de la Mecque, il doit négocier au Caire un emprunt qu'il rembourse, comme tous les grands de la terre, difficilement, plusieurs années plus tard, quand le créancier ose se présenter à lui. Voyage de l'empereur à l'étranger, voyage d'un étranger dans l'Empire. Un diplomate marocain arrive en 1352 dans la capitale où règne alors Mansa Sulayman. Cet étranger, c'est Ibn Battuta. Bavard, bigot, avare, volontiers hypocrite. Il nous décrit le Mali sous des couleurs acidulées que nous pouvons cependant adoucir facilement. Un jour, j'entrai chez le juge d'Ioulatem, après qu'il m'en eût donné la permission, et trouvé avec lui une femme très jeune, admirablement belle. Alors je doutai, j'hésitai, je désirais retourner sur mes pas, mais bien loin de rougir de honte, elle se mit à rire de mon embarras. Le juge me dit « Pourquoi t'en irais-tu? Celle-ci est mon amie. » Je m'étonnai de la conduite singulière de ces deux personnages. Il est curieux de constater que ce prude Ibn Battuta se vantait dans un autre passage de son récit que dans les îles Maldives, il avait 4 femmes légitimes, sans compter les concubines. Et grâce à une forte consommation de noix de coco et de poissons, il faisait chaque jour une tournée générale et passait la nuit chez chacune d'elles à son tour pendant 1 an et demi. Arrivé dans la capitale du Mali, ce singulier puritain se fit nourrir par la communauté blanche d'Arabes, de Marocains et d'Égyptiens qui vivaient sous la bienveillance du sultan. Puis il alla présenter une fois ses respects à Moussa Sulayman. Celui-ci lui envoya un repas, cadeau qui parut insuffisant à l'avare voyageur. Aussi se présenta-t-il 2 mois plus tard, à nouveau, à une audience, mais incognito. 300 esclaves armés d'arcs et de lances arrivent et se placent à droite et à gauche de l'esplanade qui conduit des appartements du sultan à la vaste coupole sous laquelle il reçoit. Suivent 2 chevaux harnachés, plus 2 béliers, sorte de mascotte du grand souverain. Se faufilant dans la foule, Ibn Battuta est là. Il s'est approché du trône derrière les dignitaires de la cour, toujours modeste. Brusquement, il parle à haute voix. Il interpelle le prince. Certes, grand sultan, j'ai voyagé dans différents pays du monde. J'en ai connu les rois. Or, je suis dans ton pays depuis 4 mois, et tu ne m'as point traité raisonnablement comme un hôte. Tu ne m'as rien donné. Que pourrais-je dire de toi aux autres sultans? Interprète, qui est cet homme? Je ne me souviens pas de l'avoir jamais vu. Sire, voici 2 mois qu'il se présente à tes audiences. Tu lui as même envoyé des aliments. Rappelle-toi, c'est un faqih qui a beaucoup voyagé et qui vient du Maroc. Je n'aime pas la façon dont il me parle. Mais il ne sera pas dit que Mansa Sulayman ne manquait jamais de générosité. Qu'il soit donc logé, nourri, aux frais du trésor. L'audience est levée. Quel contraste entre le petit scribe marocain faisant cette tentative de chantage. Et tu ne m'as rien donné. Que pourrais-je dire de toi aux autres sultans?
et la générosité de l'empereur. Mais la bonté de Mansa Sulayman n'est pas payée de retour. Ibn Battuta critique tout, trouve à redire partout. Il n'est pas, jusqu'à cette anecdote qu'il rapporte sur l'administration du pays, qui ne soit d'autant plus significative de sa mauvaise foi qu'elle se retourne contre son auteur. C'était un vendredi à la mosquée. Alors un homme blanc se leva et cria. « Ô vous qui êtes présents dans cette mosquée, soyez témoins que je prends à partie Mansa Sulayman, le sultan. Je le cite ici même, au tribunal de Mahomet. » Tais-toi! Ne parle pas si fort en seul lieu saint. Je suis un fonctionnaire de l'empereur. Dis-moi qui aurait commis une injustice à ton égard. Mansa Djou, gouverneur d'Oulaten. Il m'a dérobé des objets dont la valeur est de 600 écus. Et qu'est-ce qu'il m'offre en compensation? 100 ducats! Ah, c'est risible! Ta plainte sera étudiée. Et quelques semaines plus tard, Mansa Sulayman jugeait le gouverneur qui fut condamné et destitué. Quelle meilleure preuve de la solidité de l'ordre du puissant empire Mali. Quelle meilleure preuve encore que la possibilité pour Ibn Battuta de voyager ainsi, mauvais esprit, sur des milliers de kilomètres dans la parfaite sécurité des routes de Mali. Quelle preuve enfin meilleure que la présence à la cour du Maroc d'un ambassadeur permanent de l'Empire du Mali. La Pax Malika régnait sur une immense partie de l'Afrique occidentale. À la mort de Mansa Sulayman, les premières lézardes apparaissent dans cette vaste fédération. En 1359, de longues guerres civiles éclatent. En 1400, les Mossis pillent les provinces centrales du Mali. 43 ans plus tard, les Touaregs s'emparent de Tombouctou. Enfin, en 1465, les Sonrai rejettent la tutelle du Mali. C'en est fait de la grandeur de l'Empire, qui décline et dont le crépuscule s'assombrit rapidement. Une ambassade portugaise, encore éblouie par la grandeur passée, arrive à Mali à la fin du XVe siècle, découvre la décadence de l'Empire Mali et se refuse à miser sur ce qu'elle appelle ce mauvais cheval malade. Et ainsi, reculant toujours davantage sous le coup des Sonrai, l'Empire du Mali se rétrécit, sa substance s'évapore, sa richesse s'effrite. Oh, si lentement, si doucement que les empereurs qui se succèdent ne s'en aperçoivent pas. En 1534 encore, l'Empire Mali, fort de son grand passé, appelle au secours les Portugais. En vain. Moins de 20 ans plus tard, le palais impérial est pris, pillé, brûlé par les Sonrai. L'empereur et ses fidèles se retirent vers l'ouest. Déjà, ils n'appartiennent plus à l'Empire du Mali, mais à ce modeste, à ce petit état tribal des Mandingues, qui a survécu jusqu'à nos jours dans les descendants de Tsundiata. Mais Mali a donné à l'Afrique de l'Ouest un rêve de grandeur, de paix et d'équilibre qui, tel le phénix renaissant de ses cendres, flamboie aujourd'hui plus brillant que jamais. Vous venez d'entendre Mali, Empire d'Afrique, une évocation radiophonique de Louis C.D. Josse, avec les voix de Habib Benglia, Jean-Pierre Lituac, Jacques Thierry et Judith Okagos. Prise de son, Gaston Bouchou. Réalisation et mise en onde de Jean-François Noël.